Hop, alors du coup, on est reparti. Donc, on passe du coup à la dernière présentation de ce soir, qui sera WebAssembly, présentée par Antoine. Du coup, Antoine, je te donne la main. À toi. Bonsoir à tous, je me présente rapidement, je m'appelle Antoine Viau, je suis développeur freelance web. Comme Valentine, je fais du Angular. C'était très sympa d'entendre toutes les explications sur Angular, très juste de Valentine. Et effectivement, Eric JS demande un petit temps d'apprentissage qui peut être extrêmement douloureux. Alors une petite parenthèse, est-ce que Angular peut disparaître par rapport à des choses comme React? Je donne mon petit grain de sel rapidement. En fait, Angular et React, c'est vraiment deux mondes différents en termes d'applications qui sont faites, et Valentine l'a très bien dit. C'est vraiment destiné à des applications d'entreprise, de gestion, etc. Moi, actuellement, j'utilise Angular, c'est dans une pharma, pour gérer des plannings de production de médicaments. Donc, vous voyez, c'est pas pour faire des choses comme Le Bon Coin. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai travaillé chez Le Bon Coin, et chez Le Bon Coin, ils utilisent React. Voilà. Donc ça, bon, c'était mon petit détour. Pour me présenter rapidement, donc Antoine Viau, je l'ai dit, développeur web actuellement, Angular, mais en fait, moi, je suis développeur au sens large. J'ai bossé autant dans le back-end que dans le front-end, et il y a même très longtemps de ça, j'ai bossé dans le jeu vidéo pendant 10 années à peu près. J'ai été développeur de jeux vidéo spécialisé 3D. Et pourquoi je vous raconte ma vie? Parce qu'en fait, vous allez comprendre que c'est aussi pour ça que j'en viens à vous parler de WebAssembly, qui est une techno qui est très intéressante, très prometteuse, et surtout qui ne porte pas forcément très bien son nom, c'est-à-dire le fait de s'appeler WebAssembly. Web est très trompeur dans l'histoire. Et donc, c'est ça ce qu'on va voir. Et pour vous parler de WebAssembly, eh bien, je vais commencer à partir de ceci. Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous doivent savoir ce que c'est. Ceci est une carte mère, c'est une MSI. C'est probablement une carte mère gaming. Moi, j'ai pris la première image que j'ai trouvée sur Google. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que pour comprendre WebAssembly, il est important de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, et sur quoi ça repose. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette image d'une carte mère, c'est qu'elle montre typiquement ce que c'est que l'architecture von Neumann. J'aime bien, je fais du name dropping, je vous balance des beaux mots. Mais en fait, von Neumann, c'est un type qui, en 1945 à peu près, a mis en place l'architecture qu'on retrouve dans toutes nos machines. Et je dis vraiment toutes nos machines, c'est-à-dire dans votre PC, dans votre Mac, mais aussi votre téléphone, votre machine à laver, votre micro-ondes, votre télé, etc. Alors, c'est quoi cette architecture? Elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est ceci. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ici, c'est l'emplacement où on met le CPU, qui est le premier pilier de l'architecture von Neumann. Ici, vous avez le deuxième pilier, c'est l'endroit où on met les barrettes mémoire, donc c'est là où on met la mémoire. Et le troisième pilier, c'est tout ce qui est entrée-sortie. Alors, entrée-sortie, c'est facile, hein, c'est genre ça pour le son, l'USB, le réseau, clavier, souris, etc., etc. Et puis aussi PCI Express pour brancher votre super GPU, votre RTX 3080, le PCI pour brancher d'autres choses, etc. Donc, les 3 piliers, le CPU, la mémoire, les entrées-sorties. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être juste le CPU et la mémoire. Vous allez vraiment comprendre pourquoi je vais vous parler de ça, et même en dehors de ça, j'aime bien raconter ces histoires-là parce que c'est vraiment j'ai envie de dire, des points culture, et si vous vous destinez au développement, de mon point de vue, c'est très important de connaître ces choses-là, parce que d'abord c'est intéressant, et ça fera toujours de vous, quoi qu'il arrive, des meilleurs développeurs. Alors, ici, nous avons de la mémoire, on appelle ça aussi, en anglais, c'est Random Access Memory, donc c'est de la RAM, et ici, nous avons le CPU. Rapidement, c'est quoi la RAM, c'est quoi la mémoire? C'est juste des boîtes qui sont alignées les unes après les autres. Alors, là, les boîtes, quand je parle de boîte, il faut voir ceci. Hein. Ça, c'est une boîte. Okay, à l'intérieur, on a des micro-boîtes, c'est là où on met des bits, 0 ou 1, 0 ou 1. Mais voyez la mémoire comme des cases, des boîtes qu'on aligne les unes après les autres. Et le nombre que vous voyez à côté, c'est la référence de la boîte. Si vous avez fait du C, C++, ou même d'autres langages, c'est ce qu'on appelle une adresse. Typiquement, quand vous utilisez des pointeurs, vous utilisez des adresses, et donc c'est ce nombre-là. Et qu'est-ce qu'on met dans ces fameuses boîtes? On peut mettre des nombres. Rien d'autre, on peut mettre des nombres. Alors ces nombres sont encodés en binaire, hein. Si je vous fais 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, là je viens d'écrire le nombre 3 dans la boîte. Donc ça c'est pour la mémoire. Maintenant on va parler du CPU. Alors un CPU,
qu'est-ce que c'est? La vraie question, c'est quel est le sens de la vie d'un CPU? Quand il se réveille le matin, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Le CPU, il a envie d'exécuter des ordres. Ces ordres, c'est ce qu'on appelle des instructions. Et les instructions, où est-ce qu'il va les chercher? Il va les chercher dans la mémoire. Quand vous faites de rentrer l'électricité dans le CPU, en câblage électronique, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va aller à un endroit donné dans la mémoire, à une adresse, et il va aller récupérer la valeur qu'il y a dedans. Cette valeur, je rappelle, c'est un nombre. Cette opération, c'est ce qu'on appelle le fetch. Supposons qu'il ait récupéré le nombre 28. Okay, il récupère cette valeur-là, elle passe par ici, ce qu'on appelle le control store, et elle est décodée. Le décode, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va regarder 28 et il va dire « Ok, 28, ça, je fais quoi avec ça ?» On va imaginer par exemple que 28, ça sert à additionner deux nombres, donc à faire plus. Et donc, une fois qu'il sait ça, il va exécuter le plus. Alors, ce process qu'on retrouve dans globalement tous les processeurs, tous les CPU, c'est ce qu'on appelle le fetch, decode, execute. Vous pourrez faire un code Google, vous verrez ça. Donc je redis une fois, il va chercher dans une case mémoire une valeur, la décoder et l'exécuter. Et ensuite, il va passer à la case mémoire suivante, fetch, décode, exécute, case mémoire suivante, fetch, décode, exécute, etc., etc. Alors, je vous ai dit, le CPU, ça fait des instructions, ça les exécute, super. Mais ça exécute quoi exactement? Qu'est-ce que ça sait faire un CPU? Il y a trois grandes familles d'instructions dans un CPU. La première, c'est des opérations. Alors, c'est ce que je viens de vous dire, donc c'est très bête. Hein, c'est plus, moins, diviser, multiplier, ça va être la racine carrée, ça va être la mise à la puissance, ce genre de choses. Voilà, des opérations, bêtes et méchantes. Vous avez tout ce qui est accès à la mémoire en lecture, écriture. Donc là, j'écris RAM, read, write. Je vous ai dit que le CPU, il allait chercher ses instructions, ses ordres, il allait les chercher dans la mémoire. Il peut aussi aller récupérer, il a des instructions qui lui permettent de récupérer ce qu'il y a dans la mémoire, parce que la mémoire, ça ne sert pas seulement à stocker des instructions, ça sert à stocker des données, par exemple une image, une vidéo, du son. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Dans le CPU, il y a tout un tas d'instructions qui vont permettre d'afficher quelque chose à l'écran. Ce quelque chose, il faut bien qu'il aille le chercher quelque part. Eh ben, il va aller le chercher dans la mémoire. Donc, quand j'affiche une image, j'ai des instructions qui disent « Ok, à lire ce qu'il y a dans cette case-là. Ok, très bien, merci. Et ensuite, je vais le stocker ailleurs. Donc, donc la lecture serait plutôt dans ce sens-là. Voilà, read. Et ensuite, le CPU dit maintenant, je stocke une valeur ici, dans cette case numéro 5, par exemple. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est la deuxième grande famille d'instructions. C'est les accès en lecture-écriture dans la mémoire. Troisième et dernière grande famille d'instructions, ce qu'on appelle le contrôle de flux. Alors ça, c'est facile. J'ose espérer que vous avez tous fait un minimum de code. C'est le if. Vous avez des instructions un peu particulières. Par exemple, il y a une instruction assez connue qui s'appelle JNZ. Alors JNZ, ça veut dire jump if not zero. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le résultat de la dernière opération, donc on a vu là, hein, si jamais le résultat est différent de 0, alors va chercher la prochaine instruction, non pas à la case suivante, mais à une case que je t'aurai indiquée. Donc si j'écris JNZ10 et que c'est exécuté à cet endroit-là, il va regarder la dernière opération qui a eu lieu. Donc on va imaginer par exemple qu'on a eu une addition ici. Et puis l'addition a été faite. Ici, il y a le JNZ10. JNZ10. Si le résultat de mon addition n'est pas égal à 0, au lieu d'aller à cette case-là, à la prochaine instruction, il va aller à la numéro 10. Donc voilà. Donc ça, c'est les trois grandes familles d'instructions. Les instructions sont donc exécutées par le CPU et le CPU va les chercher dans la mémoire. Et comme on vient de le voir avec ces familles d'instructions, on a donc des instructions, donc des additions, des multiplications, stockées dans la mémoire, lire de la mémoire, contrôler du flux, etc. Et comme je vous l'avais expliqué au départ, les instructions, elles ont un nombre pour les identifier. Par exemple, on pourrait dire que l'addition, c'est le nombre 28. Donc j'écris 28 égale add, par exemple.
Ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle un opcode. Operation code, ça porte très bien son nom, hein, c'est le code d'une opération. Alors quand je dis opération, en fait, oui, c'est un peu traître, en fait c'est un code d'instruction. Ça devrait s'appeler instruction code, mais bon, traditionnellement on appelle ça un opcode. Si vous prenez tout ce que c'est capable de faire un CPU, des additions, des multiplications, des contrôles de flux, etc., vous avez tout un ensemble d'instructions qu'il est capable d'exécuter, et donc vous avez un nombre pour chacune d'entre elles, donc vous avez une liste d'opcodes. Cette liste d'opcodes, ça produit ce qu'on appelle un instruction set, un jeu d'instructions. Et le jeu d'instructions, qui c'est qui le met en place? C'est le fabricant du CPU. Donc, sur nos machines les plus courantes, c'est-à-dire nos PC, nos Mac, etc., c'est généralement du Intel avec l'architecture x86 ou AMD 64. Je vous présente une partie, c'est une toute petite partie, des instructions et des opcodes du x86. Alors, on va regarder le sub par exemple, parce que c'est assez pratique qu'il soit là. Donc, sub, ça veut dire soustraction. Et donc, on voit que pour faire une soustraction dans un x86 Intel, donc sur vos Mac ou dans vos PC, quel qu'il soit, la soustraction se fait avec l'opcode 2, 8, 2, 9, 2A, 2B, 2C. Donc, alors, c'est l'hexadécimal, donc ça s'écrit comme ça, 0x, pour dire que c'est l'hexadécimal, 2, 8, 2, 9, 2A, 2B. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a plusieurs? Vous inquiétez pas, c'est juste parce qu'en fait, dans un CPU, vous pouvez faire plusieurs types de soustractions. Vous pouvez faire des soustractions, par exemple, de nombres entiers. Vous pouvez faire des soustractions de nombres à virgule. Bon, c'est parce qu'en fait, ça peut être plus ou moins rapide, donc c'est là où dans le code que vous mettez dans le CPU, vous pouvez choisir si vous voulez faire quelque chose en entier ou en virgule flottante, etc. Donc c'est pour ça que vous en avez plusieurs. Mais retenez une chose, c'est que je veux faire une soustraction, typiquement, j'ai l'opcode 0x28. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec ça, c'est que là, je vous ai présenté les opcodes x86, mais par exemple, dans vos téléphones, dans vos tablettes, dans votre micro-ondes ou dans votre télé, généralement, vous n'avez pas un x86, qui sont des processeurs plutôt vraiment destinés aux ordinateurs, aux PC. Vous avez dans les téléphones, typiquement, vous avez des processeurs dits ARM. Alors, je ne vais pas rentrer dans les principes des licences, etc., mais sachez simplement que quand vous avez du ARM, en fait, le jeu d'instruction, il n'est pas du tout le même et il ne s'utilise pas de la même façon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des instructions pour un x86, elles ne pourront jamais fonctionner dans un ARM et vice-versa. Voilà. Donc, là, déjà, avec ce que je vous ai donné comme base, vous avez à peu près l'idée du fonctionnement de nos machines merveilleuses et vraiment de l'intérieur. Maintenant, en tant que développeur, évidemment, quand on veut pouvoir, excusez-moi, en tant que développeur, on ne va pas rentrer, nous, des instructions sous forme d'opcode dans la machine. Nous, on va utiliser des langages de programmation. On va utiliser du C, C++, on va utiliser du PHP, on va utiliser du Rust, on va utiliser du JavaScript, etc. Là, je vais faire un gros raccourci où je ne vais pas vous parler de machine virtuelle, je ne vais pas vous parler comme Amandine de langage interprété, etc. On va le mettre de côté pour vous simplifier la vie. Retenez simplement que c'est des langages et qu'à un moment ou un autre, ça va passer par une étape dite, comme Amandine vous en a déjà parlé, de compilation. Et donc, ça va passer par un compilateur, donc compiler en anglais. Un compilateur, ça fait une chose très bête et très simple, c'est juste un traducteur. Ici, on a des langages dits de haut niveau. High level, haut niveau. Donc, c'est des langages que nous, humains, on peut comprendre, vraiment, pour les humains. Le compilateur va prendre ce qu'on a écrit dans ces langages, par exemple en C++, et il va transformer ça en langage machine. Il porte très bien son nom, puisque le langage machine, c'est le langage qui est compréhensible par la machine uniquement, c'est-à-dire par le CPU. Autrement dit, notre compilateur, il va prendre des if A plus grand que B, A égale 1,
il va transformer ça en une série de 0x28, 0x43, etc., etc. Il va transformer ça en nombre, en langage machine, en opcode, qui seront alors exécutés par le CPU. Donc là, maintenant, pour le coup, on a vraiment fait le tour. Donc, vous, en tant que développeur, vous écrivez du code avec un langage prévu pour vous, humains, puis vous le passez à un compilateur qui va en faire quelque chose que la machine peut comprendre. Alors maintenant que je vous ai fait un cours très rapide sur qu'est-ce que l'architecture des machines, qu'est-ce que c'est qu'un langage, qu'est-ce que c'est qu'un compilateur, rapidement, où est-ce qu'on en est avec WebAssembly? Pour ça, je vais vous montrer la définition qui est donnée sur le site de WebAssembly. Là voilà, je vous donne quelques secondes pour la lire tranquillement, et après on va la décomposer. Alors, qu'est-ce qu'on veut voir ici? On va se concentrer juste, dans un premier temps, juste oups, pardon. On va se concentrer là-dessus. WebAssembly is the binary instruction format. Et donc là, on retrouve ce petit mot magique, instruction, et binaire, et qu'en fait correspond à quoi? Ça, ces deux mots, ça signifie opcode. WebAssembly, c'est juste des opcodes. C'est juste une norme qui dit, voilà, voici des opcodes. Tel opcode, il sert à faire ça, tel opcode, il sert à faire ça, tel opcode, il sert à faire ça. C'est tout ce que ça dit. Alors même pour vous le montrer plus précisément, voici les opcodes de WebAssembly, littéralement. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai montré ceci. Ça fonctionne sur les processeurs Intel x86. Ça, c'est le WebAssembly, c'est-à-dire que dans le WebAssembly, pour faire une soustraction, on a ça, ça, ça et ça. On a 4 types de soustractions. Alors là, c'est facile. Là, c'est pour faire des soustractions sur des entiers en 32 bits. Ça, des soustractions sur des entiers en 64 bits. Ça, sur des flottants, c'est-à-dire des nombres à virgule en 32 bits. Et ici, des nombres à virgule en 64 bits. Donc ça, c'est des opcodes qui sont donc la norme de WebAssembly. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces opcodes? Maintenant, on va regarder cette phrase-là. Portable Compilation Target for Programming Languages. Là, le mot que je veux que vous reteniez, enfin les mots que vous reteniez, c'est compilation et target. Souvenez-vous, ici, je vous ai pris un langage quelconque, c'est C++, je l'ai fait passer dans un compilateur, et ça m'a donné du langage machine. En l'occurrence, imaginons que j'ai voulu faire ça pour faire tourner mon super logiciel sur mon PC, donc un x86. Ce qui s'est passé, c'est que le compilateur, c'est un logiciel comme un autre. Ce logiciel, je lui ai dit, écoute, je veux que ce que j'ai écrit là en C++, je veux que tu le targetes, je veux que la target soit x86. Supposons que mon super programme là, je veux le faire tourner sur un téléphone ARM, je vais dire, alors je veux que la target, ce soit ARM. Et donc, mon compilateur va me générer du langage machine pour ARM que je pourrais faire tourner sur mon téléphone. Mais évidemment, je ne pourrais pas faire tourner sur mon PC. Et inversement, ce que j'avais créé pour mon PC, je ne pourrais pas le faire tourner sur mon téléphone. En revanche, il y a quelque chose que je peux faire qui est assez intéressant, c'est que je peux aussi écrire ceci. Target égale WebAssembly. Alors, traditionnellement, on ne dit pas WA, on dit WAM, on dit WASM. Comme ça, vous me verrez utiliser WASM, ça veut dire WebAssembly. Donc, là, ce que je peux faire, c'est que je peux dire à mon compilateur, écoute, j'ai écrit du code en C, j'aimerais que tu me fasses la traduction en langage machine WASM. Et donc, ça voudrait dire que je pourrais faire tourner le code que j'ai écrit là en C++, je pourrais le faire tourner sur une machine qui est capable d'exécuter des opcodes WASM. Alors, c'est quoi cette machine? Est-ce que ça existe? Et là, on en revient à la définition et on va regarder le dernier terme qui nous intéresse, c'est virtual machine. Alors, pour le coup, je trouve que c'est assez mal choisi, le terme machine. Moi, j'aurais préféré plutôt qu'ils utilisent le terme virtual CPU.
Puisque, encore une fois, on parle bien d'opcode. Et les opcodes, ça concerne quoi? Ça concerne le CPU. Alors, virtual machine, virtual CPU, qu'est-ce que c'est? C'est virtuel. Virtuel, ça veut dire que c'est pas physique. C'est pas un truc qui est fondu par Intel ou par un fabricant ARM dans des usines au fin fond de la Chine. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on fait tourner ça sous la forme d'un logiciel. Autrement dit, ce qui va se passer, c'est que on va avoir un logiciel qui va manger notre code WASM. Alors, je vous en donne un, il y en a plusieurs et on va voir un peu plus en détail ce que c'est. Un des plus connus qui récemment qui marche bien, c'est un truc qui s'appelle Wasmer. Wasmer, ça tourne sous Windows, ça tourne sous Linux, etc., etc. Et donc dans Wasmer, vous avez écrit votre petit programme en C++. Vous l'avez compilé. Ça vous a donné un fichier WASM, et donc un fichier qui contient des opcodes. Ce fichier, on va le donner à manger à Wasmer, et il va simplement l'exécuter, c'est-à-dire qu'en gros, quand dedans il va avoir une soustraction, hein, quand il va voir, j'ai déjà oublié, on va regarder vite fait, tac tac tac, la soustraction, on a dit que c'était, voilà, la soustraction c'est 6, donc mon ami Wasmer, il va voir 0x6b, et ben, il va savoir qu'il faut qu'il fasse une soustraction. Donc, c'est ça votre virtual machine, virtual CPU. Mais il y a une notion qui est encore plus importante, enfin, qui est très associée, qui est très importante, et qui va au-dessus, c'est la notion qui va au-dessus, et en même temps, c'est la notion d'hôte. Et c'est là où on touche un point très intéressant et même capital de WebAssembly, c'est son modèle de sécurité. Là, par exemple, je vous ai dit, quand il voit 0,6b, bon, il sait qu'il doit faire une soustraction. Alors, une soustraction entre quoi et quoi? Il va faire la soustraction entre deux valeurs. Ces deux valeurs, il va bien falloir qu'il aille les chercher quelque part. Typiquement, il va aller les chercher dans la mémoire. Mais quelle mémoire? Et c'est là où c'est très intéressant. Ce qui va se passer, c'est que Wasmer, quand on va le lancer, hein, puisque faut pas oublier que là, je suis sur mon PC Windows, je lance Wasmer et je lui donne mon fichier Wasm. Mais avant ça, je vais dire à Wasmer, pour le CPU virtuel que tu vas faire tourner qui mangera les fichiers WASM, ce qui va se passer, c'est que tu vas lui donner un bloc de mémoire dans lequel il pourra jouer. Donc, Wasmer va allouer un bloc mémoire, donc de la RAM, et mon fameux fichier WASM ici va pouvoir lire et écrire dans cette mémoire. Mais, et j'insiste vraiment là-dessus, uniquement dans cette mémoire. Et c'est très important. Ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire que, en fait, votre programme que vous avez écrit en C++, si vous êtes un odieux pirate qui voulait lire les mots de passe dans la mémoire de la machine dans laquelle vous tournez, vous ne pourrez pas. Le modèle de sécurité, la manière dont est conçu WebAssembly, fait que c'est impossible. Alors, impossible, sauf évidemment si Wasmer ici a des bugs, a été mal codé et a laissé traîner des saloperies, et que il va laisser ce qu'on appelle une fuite de mémoire ou des choses comme ça. Mais le modèle de sécurité, on va considérer que Wasmer est bien fait, et le modèle de sécurité fait que ça, c'est complètement étanche et que vous n'allez pas vous retrouver à vous balader partout. Alors maintenant, il y a un petit souci quand même avec ce que je viens de vous décrire, c'est que c'est bien sympa, Wasmer, mon code Wasm, il peut lire et écrire dans la mémoire, et puis il peut faire des opérations, il peut faire du contrôle de flux. Vous vous souvenez des trois familles? Ok, hein, moi je peux faire plus, moins, diviser, je peux faire des racines carrées, super. Je peux écrire le résultat dans la mémoire, génial. Et puis je peux aller récupérer le résultat plus tard depuis la mémoire. Et puis je peux dire, ouais, alors si c'est plus grand que 0, je veux que tu ailles faire des trucs comme ça. C'est passionnant, mais à quel moment je peux écrire sur l'écran? À quel moment je peux récupérer ce qui vient du clavier, ce qui vient de la souris, etc. Je peux pas. C'est aussi le modèle de sécurité de WebAssembly qui veut ça. À la base, WebAssembly n'a absolument aucune connaissance de l'extérieur. WebAssembly, il est tout seul.
le WASM, il est en train de se faire exécuter par Wasmer. Très bien. Il a sa mémoire, il fait sa vie, et c'est tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment ça se passe? Pour vous expliquer ça, je vais arrêter de parler de Wasmer, je vais vous parler, et c'est là où on va commencer à utiliser le mot web, je vais vous parler en fait du premier hôte sur lequel WebAssembly a été conçu initialement. Ce premier hôte, ce sont les navigateurs. En fait, ce qui va se passer, c'est quand vous avez un hôte, alors je vous dis les navigateurs, mais vous considérez que ça peut être n'importe quoi, vous avez un hôte, donc voilà, je l'ai appelé host, qui est le navigateur, et vous avez votre code en WASM qui est là, et l'hôte peut l'exécuter. Ce qui va se passer, c'est que déjà, WASM va exporter ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, moi dans mon code, j'ai un truc qui est capable de calculer la 28 millionième décimale de pi, et que s'appelle Lorio pi. Voilà, c'est une fonction qui s'appelle pi. Donc là, il y a des exports. Et puis, le code WASM, il dit, en même temps, je suis capable de calculer ça, mais j'aimerais bien aussi pouvoir l'afficher. Donc, il va dire, ouais, j'aurais besoin que tu me fournisses une fonction pour afficher du texte. Donc, dans mon WASM, il y a un truc qui va marquer import. On va mettre par exemple log pour faire l'affichage. Et donc, ce qui va se passer, c'est que mon WASM, à un moment, il va dire, moi, j'ai besoin de ça. D'ailleurs, je l'utilise. Log. Et là, je vais afficher mon nombre pi. Et théoriquement, ça devrait afficher quelque chose. Mais alors, ce fameux log là, d'où il vient? Parce qu'il est importé, mais il est importé d'où? Il est importé de l'hôte. C'est l'hôte qui a la responsabilité de fournir à mon code WASM les possibilités dont il a besoin. Si mon code WASM a besoin d'un log, alors host doit lui fournir un log. Si jamais l'host ne le fait pas, ce qui va se passer, mon WASM va tout simplement planter. Il va provoquer une erreur et il va dire je suis désolé, j'y arrive pas. Alors, je vais vous montrer un petit peu de code pour que ce soit un peu plus concret. Alors, pour vous éviter d'avoir à subir mes fautes de frappe et autres, c'est quelque chose de préenregistré que j'avais présenté dans une conférence précédente. Là, c'est un petit programme très 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 bête qui se contente de calculer 42 plus 1. Il faut dire à quel point c'est facile. Donc, il se contente de calculer 42 plus 1 et de l'afficher. Ce code, je l'ai d'abord écrit dans un langage qui s'appelle Watt, qui est une sorte de langage très simplifié. Je vais ensuite le convertir, le compiler en WASM, en WebAssembly, et je vais le faire exécuter dans le navigateur. Donc, on va voir comment ça se passe. Donc, je vais aller un petit peu vite pour très intéressant sinon. Voilà. On va regarder rapidement ce bout de code. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, c'est très très facile. Je vous disais, mon code WASM, il est capable de faire quelque chose. Donc, il l'exporte. Et là, il est en train de dire à son hôte, mon coco, moi, j'ai de quoi te fournir une super fonction. Elle s'appelle displayAt42. Et elle prend en paramètre un entier, integer, qui fait 32 bits. Je vous passe cette partie-là qui, en gros, se contente de récupérer la valeur 42. Je vous passe ça. Là, ici, on a l'addition. Et ici, je fais un call $log. Et ce call $log, en fait, il va appeler la fonction qui permet d'afficher. Sauf que, si vous regardez, nulle part, vous ne voyez un truc marqué func $log. Cette fonction n'existe pas. Pardon, je vous dis une grosse bêtise, nulle part vous le voyez affiché, vous ne le voyez jamais implémenté. Par contre, ce que vous voyez, c'est ceci. Et en particulier, cela. Là, comme je vous avais expliqué, mon programme est en train de dire, moi, je vais avoir besoin d'une fonction log chez l'hôte. Et cette fonction, elle prendra un entier de 32 bits. Ce qu'elle fait, je ne sais même pas trop. Moi, en tant que développeur, je sais que mon hôte me fournira une fonction qui permettra de l'afficher quelque part. Mais ce n'est pas mon sujet. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de cette fonction log. Donc, voici mon petit programme. Alors, je vais le compiler avec un compilateur qui s'appelle Watt2Wasm. Voici le résultat. Alors, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que là, vous voyez les différents opcodes du WASM. Ça, c'est tout mon code qui a été traduit sous forme d'opcodes, de nombres, les uns après les autres. D'ailleurs, on peut faire vous voyez, il y a même la référence directe. L'addition, par exemple, là, c'est 6A.
Pour le coup, on pourrait même s'amuser. Alors, je vais voir si, pour le coup, juste rapidement, je n'avais pas pensé à le faire avant. 6A, 6, 6A, et voilà, exactement. 6A, vous voyez, c'est l'addition. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a un beau fichier WASM. D'ailleurs, c'est ce que j'affiche là. Et maintenant, dans le navigateur, je vais écrire un bout de code JavaScript et de HTML qui va simplement s'occuper de charger mon fichier WASM, puisque mon navigateur est un hôte, et de lui fournir la fonction de log, et ensuite d'exécuter le code WASM. Je vais accélérer un petit peu. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, je suis en train de préparer un objet qui sera utilisé par mon fichier WASM. Et on voit dedans qu'il y a host, log, et je lui fournis la fameuse fonction JavaScript console.log qui va afficher quelque chose dans la console du navigateur. Ici, qu'est-ce que je fais? Fetch, je charge mon fichier WASM. Bon, ça, je vous le passe, je l'instancie, etc. Et ici, comme je sais que dans mon fichier WASM, il y a des exports, et qu'un de ces exports s'appelle displayAt42, ben simplement, je l'appelle, et je lui donne le paramètre 1. Qu'est-ce que ça fait comme résultat? Bon, là, je suis juste en train de lancer, voilà. Et voici le résultat. Dans le navigateur, dans la console du navigateur, ça affiche 43. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le navigateur, quand il a vu la demande de WASM d'utiliser log, il lui a fourni, et le WASM n'a plus qu'à le ressortir. Alors, évidemment, là, ce que je vous montre, c'est vraiment à titre d'exemple, et c'est pas ultra sexy, hein, ça va pas vraiment révolutionner l'informatique, ce genre de démo, mais ce qui est très intéressant en termes de WebAssembly et de web, c'est que, comme je vous le disais, le premier des hôtes pour du WebAssembly, initialement, ce sont les navigateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, un navigateur, ça sait faire beaucoup, mais alors beaucoup de choses. Un navigateur, ça sait faire de la 3D avec votre carte graphique. Votre navigateur, c'est capable de jouer de la musique. Votre navigateur, c'est capable d'avoir des contrôles MIDI. Ça peut même gérer du Bluetooth. Ça permet de faire énormément de choses. Donc, si votre navigateur est un host et qu'il est capable de fournir à du WebAssembly toutes ses capacités, c'est-à-dire de la 3D, du son, du Bluetooth, du MIDI pour tout ce qui est les contrôleurs, donc typiquement les manettes, etc., bah, ça peut vous donner un résultat assez sympathique qui est Doom dans votre navigateur. Donc là, ce que vous voyez, c'est Doom 3. Hein. C'est pas le dernier Doom, hein, évidemment. C'est pas le. Comment il s'appelle déjà? Eternal. Mais quand même, regardez. Je suis capable de vous faire tourner Doom 3 dans mon navigateur et en plus, on est en train de tourner à 60 fps. Et donc, ce Doom dans mon navigateur tourne avec ma carte graphique. Pour les connaisseurs, les curieux, c'est une 1070. Et vous voyez, c'est tout à fait fluide. Hein, je suis à 60 fps tranquille. Ça fonctionne très bien. Donc voilà, donc c'est ce genre de démo WebAssembly, ça fait partie des trucs qui ont pas mal frappé les esprits, et qui ont vraiment épaté les gens. Mais en fait, WebAssembly va bien au-delà. Parce que ce qui est vraiment intéressant avec WebAssembly, c'est qu'il vous permet de, comment dire, déjà, il résout un problème dont on a parlé tout au début, qui est celui des différentes architectures. Souvenez-vous, on a x86, on a ARM, et si j'écris du code que je compile pour x86, je ne pourrais pas le faire tourner sur ARM, et vice-versa. Maintenant, imaginez que j'ai écrit du code depuis un programme en C, C++ ou autre, et que je l'ai fait pour l'architecture WASM. Souvenez-vous, moi j'ai juste besoin d'un autre. Par exemple, Wasmer. Ou un navigateur. Or, il se trouve que les navigateurs, vous en avez quoi? Vous en avez
sur x86, vous en avez sur ARM, puisque souvenez-vous, x86 c'est en gros c'est des PC et les ARM pour aller vite, hein, ce sont les téléphones. Or vous avez tous un navigateur, voire plusieurs, sur vos téléphones. Donc en fait ce code que j'ai écrit là, en C++, eh ben, je peux parfaitement le faire sans avoir besoin de le recompiler pour x86 ou ARM, je peux tout simplement le faire tourner dans mes PC ou dans mes téléphones. Exactement comme JavaScript en fait. Un détail près, c'est que JavaScript, il a des gros soucis parce que c'est un langage qui est fabuleux pour les développeurs. Vraiment, c'est très simple à utiliser, on peut faire plein de choses avec, mais par contre, pour qu'il soit transformé en langage machine, pour qu'il s'exécute, c'est très très compliqué. Je vais vous montrer très rapidement, parce que je pense que j'ai déjà débordé pas mal, je vais vous montrer très très rapidement comment ça fonctionne JavaScript au sein d'un navigateur. Ça fonctionne par ça. Là, ici, source, c'est là où vous envoyez votre JavaScript dans le navigateur. Et ensuite, ça va passer par 3 étapes ultra lourdes, ultra complexes. Et ce que vous voyez là, en fait, ce sont des compilateurs. Vous avez un premier compilateur qui va transformer très rapidement votre code JavaScript en ce qu'on appelle du bytecode qui sera interprété. Vous avez un deuxième compilateur qui va ensuite transformer votre code JavaScript en code machine, mais très bien optimisé, etc. Et ensuite, vous avez 2 autres compilateurs, celui-ci et celui-là, qui vont optimiser votre code et le réinjecter. Et éventuellement, il y aura une phase de désoptimisation en fonction de ce que fait votre code JavaScript. Bref, c'est horriblement compliqué de faire fonctionner quelque chose de rapide en JavaScript à cause de tout ça. Alors que avec le WebAssembly, vous avez juste à écrire votre code avec des langages qui sont plus adaptés à la performance, donc typiquement du Rust, du C, du C++. Et ensuite, vous allez injecter votre WebAssembly dans votre navigateur. C'est-à-dire que vous avez toujours votre code JavaScript qui tourne ici et qui se tape ces 36 000 compilateurs, sous-compilateurs et autres, etc. Mais parallèlement, vous avez votre code WebAssembly qui, je vous le rappelle, et j'insiste là-dessus, c'est juste des opcodes. Ce code WebAssembly, il est réceptionné par le navigateur, il va prendre les opcodes et va le transformer en code machine, mais en code machine, la machine sur laquelle il tourne. Donc si par exemple, je suis en train de faire tourner mon WebAssembly dans un navigateur qui tourne sur mon PC, donc sur un x86, il va juste y avoir une traduction des opcodes WASM vers x86. Et cette opération, elle est très très simple en fait, parce que finalement, une soustraction en x86, on a vu que c'était genre 2A, 2B, 2C, et on a vu que en WebAssembly, c'était 65. Il y a juste à dire, ok, quand je vois 65, je remplace par 2A. Là, évidemment, ça va super vite et ça vous permet d'avoir votre code WebAssembly qui va très très vite être converti en machine code et donc s'exécuter dans votre hôte. Alors, pour finir, WebAssembly, comme on l'a vu, c'est juste une norme avec des opcodes et pour pouvoir générer ces opcodes, il faut écrire d'abord dans un langage d'origine, donc comme C, C++, Rust, etc. Au départ, WebAssembly a été spécifiquement conçu pour être généré à partir du C, C++ et de Rust. Actuellement, c'est vraiment Rust qui est pas mal poussé de ce côté-là. C'est un langage qui est très, très tendance, Rust, et il faut absolument que je m'y penche d'ailleurs. Concernant les langages, ça a beaucoup évolué parce que vous avez toute cette liste de langages qui désormais est supportée pour WASM. Alors, supporté avec des gros guillemets, parce que en fonction des langages, le support est plus ou moins évolué, parce que bon, c'est de l'open source, donc ça va dépendre du langage, de la version du langage, de toutes les fonctionnalités du langage. Est-ce qu'on va prendre la dernière version qui est capable de gérer ça, ça ou ça, ou est-ce qu'on va mettre ça de côté, etc. Donc, sachez une chose, c'est que on avance bien de ce côté-là, mais il faut bien vérifier qu'en fonction de ce que vous voulez faire avec votre langage d'origine, je sais pas, par exemple du Go, est-ce que le compilateur permettra d'aller plus loin. D'ailleurs, je crois que les petits symboles permettent de savoir un peu où ça en est. Là, on voit, c'est un petit poussin qui sort. Voilà. Voilà. Unstable but usable. Donc ça, par exemple, si je veux faire du Go, on voit que c'est... Ah bah non, stable for production usage. Donc ça veut dire que je peux écrire du code en Go, le convertir, le compiler en WebAssembly et l'utiliser comme je veux. Donc je pourrais écrire du code Go pour qu'il soit exécuté dans mon navigateur. Et pour finir rapidement, pas que dans le navigateur, parce que moi, ce que j'ai repéré qui m'avait fait beaucoup rire quand j'ai préparé cette petite presse, c'est cette phrase-là. Enabling deployment on the web for client and server application. Il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps, ils ont rajouté ceci.
C'est drôle parce que sur leur page, vous avez les navigateurs qui sont présentés, et puis ici, ils rajoutent ça, parce qu'en fait, on est en train de découvrir en ce moment dans le monde de l'infrastructure, donc tout ce qui va être les serveurs et autres, que WebAssembly, c'est génial. Parce que ça permet de lancer plein de programmes avec un modèle de sécurité hyper solide. Et donc, quand vous faites du cloud et que vous êtes obligé de faire tourner sur plein de machines virtuelles, plein de programmes de plein de gens et que vous n'avez aucun contrôle dessus, ça doit donner des sueurs froides. Parce que si à un moment où quelqu'un arrive à injecter du code qui va commencer à aller visiter le code des voisins, la mémoire des voisins, bah, votre modèle économique sur le cloud façon Amazon ou Google Platform, c'est une catastrophe. Donc, l'idée d'avoir un système qui dit, OK, moi, c'est contenu dans ma mémoire, enfin, dans la mémoire que j'ai allouée à mon hôte et ça n'en sortira pas, c'est absolument merveilleux pour tout ce qui est infrastructure, cloud, etc. Donc il y a une grosse tendance actuellement qui est de dire comment est-ce qu'on pourrait faire pour exécuter du WebAssembly dans nos infrastructures, et d'ailleurs c'est déjà en place. Il y a un autre cas, il y a deux autres cas aussi qui sont intéressants, qui ont beaucoup évolué, tout ce qui est blockchain. Alors l'Ethereum, pour ceux vous connaissez le Bitcoin, il y a une autre monnaie qui s'appelle l'Ethereum, qui est un truc un peu plus avancé, qui est aussi basé sur WebAssembly. Et pour finir, il y a aussi l'IoT, Internet des objets, qui commence à être intéressé par ça, parce que ça permet de pouvoir développer pour n'importe quel objet connecté sans être contraint par un langage particulier. Donc voilà, donc je pense que j'ai duré un peu plus longtemps que prévu. Je sais que c'est un talk qui est assez dense, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis à votre écoute. Hop. Bah, merci tout d'abord Antoine, merci pour cette présentation très complète et très instructive. Dans le chat, ils étaient un peu bouche bée à tes lèvres et ils écoutaient très silencieusement, si je puis dire. Donc on a quelques petites questions qui sont apparues, donc on en a surtout eu au début. Alors juste, je remonte. Alors la première question c'est, est-ce qu'il est possible de transpiler pour passer d'une architecture à une autre, par exemple passer d'une 86 à de l'ARM? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que ça existe? Bah, très honnêtement, je ne serais pas étonné que ça existe effectivement, parce qu'il y a beaucoup de. Il faut se dire que globalement en informatique tout existe, hein. Il y a plein de gens qui ont testé plein de trucs débiles et des trucs très intelligents. Donc pour le coup, j'ai presque envie de faire le Google directement, à savoir x86 to ARM converter. Voilà. Bon. Effectivement, il y a quelque chose qui existe, qui est même très récent. Je viens de le réaliser, le dernier Apple. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc les Mac, il y a très longtemps, les Mac tournaient sur des processeurs Motorola. Je crois qu'à un moment, ils ont peut-être eu des processeurs propriétaires. Puis, il y a eu une espèce de révolution dans le monde Apple où ils ont décidé d'utiliser des processeurs Intel. Ce qui a même été un scandale, parce que Intel, Apple, c'était la guerre, c'était le mal absolu. Mais bon, Apple a dit oui, mais nous, maintenant, on veut utiliser des processeurs Intel pour fabriquer nos Mac. Et récemment, c'est-à-dire il y a un mois, je crois, Apple a sorti son dernier Mac qui tourne sur leur propre processeur, dont j'ai oublié le nom, le M4, M1. je crois. Le M1. D'ailleurs, voilà, on a une donc sur le question en M1. rapport avec ça. Ouais, et alors, je ne sais pas du tout si le M1 sur une architecture ARM. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils ont intégré ce fameux truc qui s'appelle Rosetta, parce que je viens de le voir passer, et ça permet effectivement de faire tourner des programmes qui initialement étaient écrits pour x86 et qui vont tourner sur le M1. Donc la question, est-ce que ça existe? J'ai envie de dire oui, sûrement, c'est possible de faire ce genre de choses. Par contre, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sur mon Mac M1, au moment où je vais lancer mon programme qui a été prévu pour x86, il va falloir faire une traduction, et puis il va falloir s'assurer que tout fonctionne. Parce que là, ce que je vous ai décrit pour les CPU, c'est quand même, faut imaginer que les CPU, le nombre de choses que c'est capable de faire est absolument incroyable. Mais tous les CPU ne sont pas à égalité. Un x86 d'aujourd'hui ou un AMD 64, ça a des opérations complètement folles dans un sous-module qui s'appelle SSE, du genre c'est capable d'additionner et multiplier en même temps et d'envoyer 4 résultats simultanément dans la mémoire. Voilà, ça peut faire ça un CPU Intel. Votre CPU de téléphone, il n'est pas franchement prévu pour, donc lui ne sera pas capable de le faire. Donc faire une transpilation de l'Intel vers l'ARM de votre téléphone, c'est pas impossible. Alors votre ARM risque d'en prendre cher et il risque de ne pas être capable de supporter la charge, tout simplement, parce que lui, il est prévu pour faire une petite opération par-ci par-là, tandis que l'autre, il en fait 4 simultanément.
Ce qu'on appelle du SIMD, Single Instruction Multiple Data. Ensuite, on a du coup une autre question en rapport avec les M1, donc je sais pas trop si tu pourras y répondre. Du coup, on nous demande est-ce que les nouveaux processeurs M1 d'Apple, du coup, utilisent déjà la table des opcodes, pardon, de WASM. Alors du coup, je sais pas si. Alors, je t'ai pas bien expliqué. Le M1, c'est un processeur, il a sa propre table d'opcode. WASM, c'est juste une définition. Ça dit juste, voilà, si vous voulez exécuter du WASM, il faudra utiliser cette table d'opcode. Donc, si vous voulez exécuter du WASM sur un M1, il y a forcément ce passage à faire, cette transpilation, si vous voulez l'appeler comme ça, cette traduction qui est à faire. C'est ce que je vous décrivais. On voit toujours mon écran ou pas? Là, non. Mais Kevin peut se remettre dessus. Hop. Ça ne devrait pas y prendre trop longtemps. Voilà, c'est bon. Donc, c'est exactement ce que je vous expliquais là. C'est que vous avez du WebAssembly qui va être converti de opcode WebAssembly vers machine code. Machine code, c'est l'opcode, par exemple, du x86 ou du M1. Voilà. J'espère que c'est un peu éclairci. Alors, j'attends voir s'il y a un retour dans le chat et sinon, je te dirai si oui ou non. Du coup, on a une autre petite question, pardon, qui nous dit maintenant que WASM est en prod, pourquoi on le voit pas sur des jeux AAA comme target principal? Alors, d'abord parce que c'est encore un petit peu tôt. Il faut pas oublier une chose quand même, c'est que quand vous avez des jeux AAA, alors pour le coup, je connais très bien parce qu'un de mes meilleurs amis est le directeur technique de Rockstar, donc tout ce qui est GTA et Red Dead, je connais bien. Enfin, je connais bien. Il connaît bien et de temps en temps, il veut bien m'expliquer et je m'accroche pour suivre. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous rajoutez une espèce de phase intermédiaire entre la machine et votre code, donc vous écrivez du code WASM qui va lui-même devoir être converti, etc., vous perdez en performance. Et en plus, n'oubliez pas une chose, alors ça me permet d'allonger un peu le truc. Je ne voulais pas trop en parler parce que je ne vais pas perdre trop les gens avec ça, mais en gros, comme je vous l'ai expliqué, à partir du moment où vous avez votre code WASM et qui va accéder par exemple à votre carte graphique pour afficher des polygones en 3D, il va être obligé de demander à l'autre de lui fournir les accès. Il faut savoir que ces accès, ça coûte du temps, ça coûte de la ressource. Donc, quand le WASM me dit tiens, j'aimerais bien afficher un perso avec 10 000 polygones pour son visage, bah, ça veut dire qu'il va falloir qu'il aille demander à l'autre est-ce que tu peux me donner un accès à la carte graphique? La carte graphique, l'autre va dire ok, très bien, tiens, voici la carte graphique. Donc là, et donc vous passez par un intermédiaire qui fait un goulot d'étranglement monstrueux. Il se trouve qu'actuellement, ceux qui travaillent sur le WebAssembly, donc c'est le W3C, hein, c'est celui qui fait les normes du web, ils sont en train de travailler à un standard qui s'appelle WASI, qui veut dire WebAssembly System Interface, qui permettrait d'améliorer ce genre de problème et peut-être, effectivement, à terme, permettre, allez savoir, d'avoir du AAA dans nos navigateurs, d'avoir une sorte de système commun qui permettrait de faire tourner ce qu'on veut comme on veut. Après, n'oubliez pas, il y a quand même du chemin parce que là, pour le coup, je parle en connaissance de cause. Dans le jeu vidéo, on est sur des choses tellement pointues que vouloir essayer de trouver des moyens de se simplifier la vie, globalement, c'est pas la meilleure solution, sauf en fonction du jeu. En ce moment, moi, je joue à Céleste. Céleste est basé sur un moteur de jeu qui permet qui n'a pas besoin d'avoir 10 000 polygones à l'écran. Donc, les problématiques de perf sont beaucoup plus faibles. Donc, Céleste pourrait très bien tourner. D'ailleurs, pour le coup, c'est intéressant parce que Céleste, j'y joue sous Linux et il tourne aussi bien sous Windows parce que je pense que le moteur a été très facilement porté. Alors que si vous vouliez faire porter un GTA V avec toutes les optimes qui ont été prévues spécifiquement pour la PS4, c'est ça aussi qu'il faut voir, hein, c'est que la PS4, c'est pas du tout la même archi, c'est pas du tout le même GPU. Enfin voilà. Oui, c'est sûr. Ouais. Bah, à voir, alors à suivre un peu, voir ce que ça donnera dans le futur. On a une autre petite question qui nous dit est-ce que les différents navigateurs adopteront de façon homogène WASM parce qu'aujourd'hui, Safari n'adopte pas complètement les services Worker, par exemple. Ouais, c'est la fameuse guéguerre des navigateurs, etc. Ouais.
c'est autant technique que politique. C'est compliqué à dire. Moi, je suis absolument désespéré par ça parce que on a mis des années à avoir le fait qu'on avait. Ce qui est terrible avec moi, c'est qu'avec mon grand âge, je peux jouer au vieux con. Alors, je vais vous faire d'un mon temps. Mais en gros, ce qui est dingue, c'est que dans les années 2000, le web, c'était complètement dominé par Internet Explorer, qui avait créé quasiment son propre standard. Et c'était infernal à gérer. Et il y a eu une pression monumentale, notamment venant de l'open source, et donc des communautés informatiques générales, pour dire il faut arrêter avec ces conneries, il faut qu'on ait un standard ouvert, partagé par tout le monde. Et on y est arrivé. Et par moment, allez savoir pourquoi, vous avez des navigateurs, et alors, en ce moment c'est vraiment plutôt du côté d'Apple, vous avez des navigateurs qui disent alors moi je veux faire ça comme ça, moi je préfère ça comme ça, et puis vous comprenez, moi mon iOS sur mon iPhone, je veux le calibrer, je veux tenir le truc parce que je veux pas que les mecs ils installent des apps comme je veux, enfin comme ils veulent plutôt, donc boum. Voilà, donc ça c'est, j'ai envie de dire, il faudra toujours se battre avec ce genre de choses, parfois plus, parfois moins. J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui c'est plutôt moins que plus, heureusement, mais oui, c'est un peu désolant quand on voit une techno comme ça, aussi novatrice et prometteuse, et découvrir qu'ils sont encore à dire oui, alors mais non, parce que vous comprenez, un modèle de sécurité qui ne correspond pas, parce que sur nos iPhones, on ne veut pas que. Bon, voilà. Peut-être qu'un jour on va faire quelque chose d'homogène et puis que ça fonctionnera, hein, peut-être. C'est un peu un espèce de vieux rêve qui existe depuis très longtemps. La dernière grosse tentative de ce côté-là, c'était Java. Très rapidement, Java, c'est quoi? C'est un langage, mais c'est un langage qui à la base a été conçu pour tourner dans la JVM, qui porte très bien son nom, Java Virtual Machine. Et l'idée, c'était write once, run everywhere. Donc, écrivez le code une fois et faites-le tourner n'importe où. C'est-à-dire qu'en gros, vous aviez votre machine virtuelle qui était un gros programme, vous lui donniez du Java, un peu comme le WASM, hein, c'est pas très différent. Et puis, c'était capable de s'exécuter sur un Mac, sur un PC, même sur un téléphone. Bon, le fait est qu'ils ne sont pas vraiment arrivés, ce qui fait qu'il y a un jeu de mots complètement idiot qui est apparu très vite, qui était write once, debug everywhere. Voilà. Écrivez votre code une fois et battez-vous pour le débugger partout ailleurs. Oui, bah du coup, dans le chat, on n'a plus de questions. Ils sont très contents des réponses que tu leur as données. Ils sont très contents aussi de la présentation. Bah, comme ils disent, hein, ça a été très instructif. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit à passer par YouTube, soit à passer par Twitter. Hein. Antoine Viau, vous faites une recherche Google, vous me trouverez facilement. N'hésitez pas. Voilà, bah, au pire, dans le chat, on vous mettra les liens au moins vers le YouTube déjà. Et non, bah, du coup, il n'y a plus de questions. Bah, Antoine, du coup, bah, je te remercie. Merci encore d'avoir accepté du coup de venir parler ce soir. Bah, merci à vous de m'avoir invité, c'est sympa. Et puis, bah, écoute, on va te remercier pour ce soir. Et puis, bah, merci encore. Bonne soirée à tous. Au revoir, ciao, ciao. Ciao.